merci d'assister à cet appel. C'est donc le deuxième cercle de conversation que nous mettons en place et c'est un espace pour donc converser, pour échanger avec d'autres personnes sur différents thèmes qui nous intéressent. Nous avons déjà discuté de la justice en termes de communication, des droits en termes de communication. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des récits, des discours publics sur les migrants, donc pour faire entendre les voix des migrants qui ne le sont pas et pourquoi il est plus important que jamais de promouvoir de nouveaux récits liés à la migration qui sont fondés sur les droits. Alors, nous avons tout un éventail d'intervenants aujourd'hui d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes. Je vais donc vous présenter chaque intervenant avant donc de leur donner la parole. Je suis donc Lorenzo Vargas, je viens de Colombie et je suis responsable donc de certains programmes de WAC, dont un programme sur la migration. Alors, je souhaiterais commencer par quelques éléments de contexte. Alors, en général, ce qu'on voit par rapport aux tendances de la migration, c'est que celles-ci s'accroissent. Nous avons vu des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, où le nombre de migrants et d'immigrants ainsi que de réfugiés ne cesse de croître. Nous voyons également dans tout le sud global donc une augmentation de cette tendance. Et selon de nombreuses recherches, la migration est nécessaire pour les pays pour injecter et pour promouvoir l'économie. Il y a de nombreux pays dont les secteurs clés de l'économie et de l'industrie sont dépendants du travail migrant. De la même manière, de nombreux systèmes de pension dans des pays de l'Union européenne sont basés sur le travail migrant pour pouvoir s'alimenter. Nous connaissons donc les bénéfices de la migration et le besoin, la nécessité de la migration. Et pourtant, il y a en même temps tout un récit basé sur la peur, une impression de nombreuses personnes que les migrants arrivent et volent le travail des gens. Et certains gouvernements alimentent cette peur. Il y a des plateformes qui alimentent aussi ce type de conversation. Alors, désolé, je vois quelques notifications donc, du streaming et de l'enregistrement, pardon. Et donc, l'appel d'aujourd'hui, cette réunion, est de vraiment discuter de cela et voir de quelle manière on peut visibiliser les bénéfices de la migration. Essayer de comprendre pourquoi, dans de nombreuses sociétés, il existe cette peur. De quelle manière ces peurs sont-elles alimentées? Et voir les conséquences de cela. Nous avons vu dernièrement des politiques très problématiques, comme au Royaume-Uni, par exemple. Tout ce mouvement de migrants du Rwanda. Et il faut également se rappeler des moteurs de la migration. Il y a souvent derrière cette décision de migrer la violence, des conséquences du changement climatique, car véritablement, ce changement climatique est causé par les pays du Nord global, mais les effets se font sentir dans le Sud.
Et nous voyons, par exemple, en Amérique latine, hein, le changement climatique pousse de nombreuses personnes à migrer vers les États-Unis. Nous souhaitons donc travailler avec des plateformes, différentes plateformes, pour changer la narrative, pour changer les discours de peur sur la migration. Et donc, notre première intervenante pour aujourd'hui, eh bien, c'est Anna. Elle est originaire d'Autriche. Anna est une activiste, hein, qui travaille au sein de la Commission des migrations. Elle est représentatrice de la société civile et elle travaille depuis très longtemps en partenariat avec les communautés sur des systèmes de migration au sein du complexe de l'Union européenne. Donc, bienvenue, Anna. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui avec autant d'intervenants magnifiques. Je suis donc Anna Coulibaly. Je suis généralement à Bruxelles, mais aujourd'hui, je suis en voyage. Et donc, je travaille pour la la Commission catholique sur l'immigration. Et en tant que réseau européen, nous réunissions des acteurs qui permettent d'accueillir des réfugiés dans toute l'Europe. Alors pour commencer, je pense qu'il est important de donner un peu de contexte européen. Comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, il y a un nouveau pacte sur la migration qui vient seulement de passer et qui propose des changements et un accent mis sur le suivi, qui renforce les mesures de sécurité, principalement pour des migrants qui viennent d'en dehors de l'Europe. Donc, un des nouveaux concepts est par exemple l'instrumentalisation des migrants. Par exemple, il y a une peur que les réfugiés vont être instrumentalisés. Par exemple, de migrants qui viennent de Bélarussie et qui soient instrumentalisés en Europe. Et cela peut être, bien entendu, une menace, selon les gouvernements, à la sécurité nationale. Donc, mon travail s'axe vraiment sur l'inclusion et l'acceptation, hein, des migrants. Et en ce qui concerne les narratives, les récits, eh bien, de nombreuses personnes voient ces nouveaux arrivants comme des poids, plus que comme de nouvelles opportunités. Il y a vraiment une vision très limitée, hein, qui voit ces migrants comme d'un mauvais œil, hein, il faut le dire, au lieu de les considérer comme des acteurs de la société. Et les impacts négatifs de cela se déclinent de plusieurs manières. Le fait d'être reçu comme un poids, hein, d'une manière négative, eh bien cela vous enlève le pouvoir d'agence, d'action. Et il faut bien se rappeler que ces migrants doivent reconstruire toute leur vie. Ils sont déjà dans une situation vulnérable et cet mauvais accueil, disons, ne les aide pas dans cette reconstruction. On voit aussi donc des tendances négatives. Par exemple, certaines personnes pensent que les femmes qui utilisent le voile ou le djihad sont perçues comme ne souhaitant pas s'intégrer dans la société. Donc cela est un poids supplémentaire pour les femmes qui sont déjà dans une situation vulnérable en tant que migrantes et qui ont donc des difficultés à s'intégrer. Et cela ne permet pas aux migrants de vraiment montrer tout leur potentiel. Alors, bien entendu, les pratiques sont différentes entre les États-nations.
Les, les pratiques de reconnaissance sont différentes, hein. Par exemple, sous la Convention de Lisbonne, les migrants devraient avoir accès à l'éducation, mais dans la pratique, il reste encore un chemin à parcourir. Et lorsque les migrants peuvent participer, ils sont très souvent perçus comme des délinquants ou comme des personnes qui sont une menace pour la sécurité, hein. Donc, il y a cette perception depuis donc la peur plutôt que d'accueillir les migrants comme une possibilité de partage et d'échange entre cultures. Il y a donc une xénophobie ici très forte. Et cela n'est pas un soutien, bien entendu, pour les migrants, sans compter qu'ils n'ont pas de soutien économique et cela rend leur vie très difficile. Et il y a donc une narrative, un récit dominant qui est très négatif, hein, sur la migration et qui impacte, qui a vraiment des effets néfastes, hein, pour de nombreux migrants de par le monde. Alors, pour vous donner un exemple, je travaille également en partenariat avec des communautés. Il s'agit donc d'un programme qui établit des partenariats privés qui permet donc d'avoir des espaces sûrs pour les réfugiés, que ce soit dans donc des espaces privés, dans des écoles, etc., dans des universités. Et il y a tout un groupe de volontaires au sein des communautés qui a été formé par la société civile, qui s'occupe de sponsoriser d'une certaine manière des réfugiés, des familles de réfugiés. C'est-à-dire que donc les familles de réfugiés ont comme intermédiaires ces personnes-là pour pouvoir arriver à des endroits sûrs. Nous avons également fait une étude sur toute l'Europe. Je vous partagerai le lien dans le chat si vous le souhaitez. Et nous avons trouvé que, nous avons vu, hein, donc, que ce type de programme ont un impact de transformation donc très positif et très bénéfique sur les familles de réfugiés et de migrants. Et pas seulement pour les familles, mais aussi pour l'entourage et pour la société dans son ensemble, car cela permet de créer des récits positifs. Nous avons vu des communautés qui peut-être n'auraient jamais ouvert leurs portes à une famille qui viendrait d'en dehors de l'Europe et qui finalement, grâce à ces intermédiaires, à ces sponsors, ont proposé des espaces sûrs pour ces familles. Et de cette manière transformer, hein, les images négatives. Et pour ces nouveaux arrivants, ils se sentent bienvenus et ils peuvent restaurer donc cette sensation d'appartenance. Et de cette manière, ils rendent l'appareil. Donc, pour expliquer un petit peu ce soutien qui vient des volontaires, ce n'est pas quelque chose qui arrive de façon complètement spontanée. Donc, il y a tout un système de formation pour donc les personnes qui sont hôtes. Et donc, il y a tout un travail pour voir les nouvelles personnes comme des personnes qui ont une capacité d'agence, qui sont des personnes qui peuvent être des agents de changement, qui peuvent représenter des opportunités. Et puis, il y a aussi un discours, un récit très positif. Donc, c'est le voyage d'une nouvelle personne qui arrive chez une personne qui lui donne la bienvenue. C'est donc la situation où on a des personnes qui ont été accueillies, qui deviennent des personnes accueillantes. Donc, ce sont des histoires où vraiment il y a toute la boucle qui est bouclée et ce sont de très belles histoires où on voit des défis qui sont surmontés pour soutenir ensuite d'autres personnes. On m'a aussi demandé de parler un petit peu
de ce qui a été laissé hors du discours public. Et je pense qu'un sujet qui n'a pas été discuté, c'est euh, la volonté des personnes qui arrivent de rendre quelque chose à la société. Donc, nous avons travaillé avec un groupe de travail sur ce sujet, donc des personnes qui ont décidé de donner leur temps et leur énergie en dehors de leur travail, de leurs études, de façon complètement volontaire. Donc, elles soutiennent le travail de plaidoyer. Et il y a aussi tout le système de soutien par les pairs entre les personnes arrivantes. Et donc, c'est un travail très important. Et un certain nombre de nos partenaires travaillent aussi avec des médiateurs, des médiatrices culturelles qui connaissent les sensibilités culturelles qui existent et ce sont des atouts extrêmement importants dans ces organisations. Il y a aussi les groupes de diaspora qui apportent des soutiens très, très importants. Ça peut parfois passer inaperçu, mais c'est vraiment une force de changement qui enrichit la société et qui n'est pas assez mise en valeur. Si on regarde le rôle euh, des médias, donc des médias traditionnels versus les réseaux sociaux, euh, donc on n'a pas forcément besoin de voir ça comme une hiérarchie, mais dans la majorité des cas, on voit que donc les histoires sont écrites à propos des personnes arrivantes et qu'elles ne vont pas forcément les faire elles-mêmes. On voit que les médias traditionnels, en particulier euh, quand ce sont des médias locaux, ça peut avoir un très, très bon impact. Et tout le monde peut être vu et entendu sur les réseaux sociaux par ailleurs. Donc, il y a un podcast, par exemple, en Angleterre qui s'appelle Cet endroit sympa, donc The Nice Place, qui est produit donc par des migrants et des réfugiés. Et donc, c'est un très bon exemple de comment les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle important. Et peut-être ce qu'on peut faire. euh, Ah, est-ce que j'ai encore du temps? Non, non, non. Il faut que tu conclues. Mais on va avoir du temps à nouveau à la fin. Merci infiniment pour tous ces apports, toutes ces contributions, notamment la force et les contributions des personnes migrantes en Europe, car ce sont des éléments qui ne sont pas souvent mis en valeur. Effectivement, ça demande un courage et une force incroyable de s'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle langue, un nouveau contexte, de gérer tous les aspects au niveau de l'identité. Et donc, j'ai très envie d'entendre plus sur ce que tu disais sur les médias et les réseaux sociaux. Et peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui auront des idées sur à quel point l'espace des réseaux sociaux est démocratique. Et donc maintenant, on va passer à l'Amérique latine, on va passer à Luis. Euh, et donc, Luis travaille avec un réseau jésuite de soutien pour les migrants. Et donc, il a travaillé sur l'accueil des migrants et des réfugiés en Amérique latine. Et donc, il a fait un master. Il est actuellement en train de faire un master en droits humains. Donc, bienvenue, Louise. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet espace parce que c'est vraiment un lieu de rencontre
un lieu pour construire ces nouveaux récits dont on parle à tous les niveaux, au niveau de la communication, mais aussi des conversations privées, des réseaux, des organisations. Je voudrais partager mon écran avec une présentation. Donc, pour les personnes qui voient cette conversation en anglais, je suis désolée parce que tout est en espagnol sur ma présentation. Mais c'est aussi important dans notre conversation sur la migration et sur la mobilité humaine. C'est que nous représentons beaucoup, beaucoup de langues et la possibilité de rencontre, elle, elle part aussi de là. Si nous pensons de façon différente, si nous avons des langues différentes, nous avons des histoires différentes, nous pouvons aussi nous retrouver. Donc ici, vous pouvez voir une image qui est prise à Tijuana, au Mexique. Ce que vous voyez derrière, c'est le mur qui traverse les États-Unis euh, d'une côte à l'autre. Et c'est vraiment une folie parce que c'est un rapport de pouvoir qui est transformé en réalité matérielle. C'est la possibilité qu'une société choisisse un type de conversation face à la mobilité des personnes. Et c'est un dialogue qui a à voir avec la sécurité, alors que il y a aussi la possibilité de nous retrouver les uns face aux autres. Et donc, je voudrais vous parler d'un réseau qui est un réseau jésuite de la Compagnie de Jésus. Donc, c'est d'un groupe de personnes qui cheminent dans le monde. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on fait avec les personnes migrantes. Et la perspective ici de cette présentation, c'est la culture de l'hospitalité. Et avant de commencer avec le détail de ce qu'on va discuter maintenant, je voudrais partager des exemples de cette réalité migrante forcée en Amérique latine. C'est que donc on reconnaît qu'il y a chaque fois plus de violences, des violences qui deviennent plus complexes et qui impliquent des violences à l'origine avec des causalités qui forcent les gens à partir, mais aussi des violences sur le chemin avec de la militarisation, des violences très très graves qui doivent être visibles, des violences contre le corps des personnes, des, des abus de la vulnérabilité qui existe du fait de la restriction menée par les États et de l'absence de protection des États. Et aussi des violences dans le pays d'arrivée avec des arrestations intempestives, arbitraires et aussi des déportations, des violences sur le retour et des personnes qui sont obligées de revenir à des endroits dont elles ont fui. Donc, je voudrais aussi vous parler d'une expérience particulière. Donc, nous travaillons avec beaucoup de radios en Amérique latine, donc avec le réseau jésuite. Et l'une des choses que les radios nous racontaient sur les migrations, elles nous disaient il y avait trois choses importantes, pardon. Donc, le droit à la migration devrait euh, apparaître comme un contenu. Euh, les implications et les difficultés des histoires migratoires doivent aussi apparaître. Et les liens entre les migrations et la délinquance sont aussi très présents dans les médias. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc un regard très négatif avec des stigmates de la criminalisation, euh, de la presse à scandale. Il y a un regard qui est biaisé, qui est partial. On n'a pas l'horizon complet. Généralement, on nous montre seulement qu'une partie de l'information. Et il y a aussi de la désinformation, où le contexte n'est pas donné. Et donc, pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'un regard humanisant qui donne de l'espoir et qui soit basé sur les droits humains.
Donc, il y a quelques éléments qui sont proposés par l'OIM dans un rapport de 2022. Et donc, dans cet environnement informatif qui rend possible la désinformation sur la migration, on voit qu'il y a des vides d'information sur la migration, de la désinformation avec des fake news, etc. Et donc, nous avons besoin de nouveaux discours. Et donc, avec des personnes qui travaillent en Amérique latine, l'année dernière, lors d'une réunion, on avait identifié différents éléments. Et donc, on disait donc le discours, c'est ce qui se dit sur quelque chose, mais ça ne correspond pas toujours avec ce qui est, mais plutôt parfois avec ce que l'on sait. Et donc, c'est lié à la question de l'opinion publique. Euh, et donc, c'est en Amérique latine un thème qui est lié aux sujets électoraux. Donc, on a des matrices de communication, des intentions de communication qui font que les personnes pensent d'une manière ou d'une autre. Et ici, nous voulons euh, donc dire que dans cette conversation sur les migrations et les migrations forcées, il y a trois secteurs différents, on va dire. Donc, des gens qui pensent que la migration est mauvaise, qu'elle ne devrait pas arriver. Il y a aussi des gens qui pensent que la migration est bonne en elle-même. Et il y a un autre secteur qui n'est pas défini, qui pense que ça dépend. Donc, et c'est là que ce n'est pas défini et c'est important que l'on puisse influencer l'opinion. Et donc, dans cette ligne de pensée, donc quand on pense à ce groupe intermédiaire, on peut l'amener à penser d'une autre façon. Et donc, en faisant écouter les histoires des personnes migrantes, donc on veut vous partager ici cette ressource. On vous l'enverra par mail. Donc, en 2022, on a fait une rencontre à Cucuta avec des journalistes de différents pays. Et on a publié donc un petit fascicule qui s'appelle Histoires qui vont et qui viennent. Et donc, c'est pour constater ce qui se passe. Généralement, les informations sur la migration sont racontées depuis l'extérieur. Et donc, ça semble lointain, mais dans ce cas-là, on montre qu'il faut être présent pour constater, il faut voir pour demander, il faut écouter pour vérifier, il faut être au contact. Et puis, avec le réseau jésuite de migrants, nous avons une intention délibérée euh, de partage et de créer une culture d'hospitalité et de réconciliation. Donc, on cherche à avoir une incidence sur l'opinion publique pour créer une conversation positive sur la migration dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donc, on veut insister sur la protection des personnes, leur intégration. C'est ce que disait Anna, et donc c'est l'une des clés de cette conversation, c'est que les personnes puissent s'intégrer. Et il y a aussi donc un défi lié au changement climatique qui implique aussi des migrations forcées. Nous voulons aussi partager deux éléments, l'importance de construire les récits de façon complète, donc en essayant de raconter les histoires depuis le début et jusqu'à la fin, depuis le pays de départ et jusqu'au pays d'arrivée et avec le processus d'intégration. Je vous laisse ce rapport très intéressant qui a été fait. Et un autre élément que l'on veut souligner, c'est raconter les histoires d'hospitalité. Donc, un autre élément pour transformer ces histoires, ces narratifs, pardon, c'est de raconter les histoires d'hospitalité à partir de trois éléments. Et je vais bientôt conclure. Donc, on veut insister sur le fait que l'hospitalité
est une perspective avec l'accueil, le soutien, le parrainage, l'hospitalité comme une pratique culturelle humaine. On a résumé de cette façon-là. Donc, c'est l'hospitalité, c'est se regarder dans les yeux et reconnaître l'humanité. Et donc, il y a trois pas ici. Sentir, penser et agir. Sentir les histoires des personnes depuis l'empathie. Penser quelle importance peut avoir cette histoire pour la personne qui est en face de moi, quelle importance a son chemin de migration et agir. Donc, que ces histoires nous amènent à des processus dans les groupes humains où nous participons. Et finalement, c'est lié avec une communication en réseau. Et donc, ce que nous pouvons construire ensemble, c'est une communication qui soit éducative. Et donc, ici, nous avons euh, donc une perspective de communication qui est basée sur l'hospitalité, avec donc une culture nouvelle qui nous permet de nous reconnaître, qui nous permet de sentir que nous sommes une seule famille humaine. Et cela n'est pas une utopie, c'est une pratique. Et il y a chaque fois plus de médias communautaires et locaux qui font ce pari. Et je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup, Louis. Merci pour donc ce partage aussi intéressant et vraiment souligner ce thème de la culture, de l'hospitalité. Vraiment voir l'importance d'un changement de culture et j'apprécie beaucoup cet appel aux médias que tu lances, de vraiment aider à communiquer, à montrer ce qu'il se passe euh, au sein de ces familles, au sein de ces personnes. Et très souvent, les journalistes ne vont pas sur le terrain, ne vont pas recueillir ces histoires de première main. Donc, merci pour cet appel et également très important de parler de la violence et de rappeler que la mauvaise information et la désinformation est aussi une violence car cette désinformation crée le contexte qui permet à la violence sociale de proliférer. Et il y a donc ici une possibilité de créer de la mésentente et de la division, au lieu, au contraire, de créer de l'intégration et de l'union. Et il faut bien rappeler aussi que les médias, surtout les médias sociaux, font de grandes ventes lorsqu'ils partagent des histoires terribles, de violence, etc. Mais l'espoir, l'humanité, les droits humains, ça ne vend pas. Et ici, c'est un problème, vraiment un défi sur lequel nous devons travailler. Et je pense que nous en parlerons par la suite. Voyageons un peu plus au nord maintenant. Nous allons aller aux États-Unis et inviter notre collègue Christina Pope, qui est donc directrice de Welcoming International, qui va nous parler un peu de la création de voisinage, qui est donc basé sur sur les mêmes valeurs de cette culture de l'accueil. Et Christina nous rejoint de San Luis au Missouri et va donc nous parler de cela. Merci beaucoup, Lorenzo. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir écouté vos présentations avec lesquelles je résonne beaucoup. Je vais donc partager mon écran si vous me donnez une petite seconde. Est-ce que vous pouvez voir mon écran?
Je souhaitais donc vous partager un peu notre expérience des 15 dernières années de travail avec les migrants. Et vraiment, il est important pour eux de pouvoir faire entendre leur voix. C'est là-dessus que nous avons travaillé principalement. Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, dont des leaders de communautés de migrants. Et nous avons vu 4 points importants: le leadership multisectoriel, des stratégies de récit de discours, les changements politiques et des contacts significatifs entre migrants et non-migrants. Je vais vraiment m'axer aujourd'hui sur donc le premier axe du leadership multisectoriel. Alors, Welcoming America, c'est une organisation parapluie qui rejoint de nombreuses autres organisations et communautés et qui vraiment aide tout le monde à se sentir, à faire partie d'une communauté, dont des migrants. Et de cette manière, pouvoir partager les bénéfices et la démocratie. Nous réunons plus de 300 gouvernements locaux et d'ONG. Nous avons donc une très grande variété d'organisations au sein de notre organisation parapluie. Nous travaillons beaucoup au niveau local et nous travaillons également auprès des gouvernements. Et nous avons des personnes qui font partie des gouvernements locaux. Nous proposons des formations, des boîtes à outils et d'autres ressources pour que les leaders locaux puissent avoir les ressources suffisantes pour développer des politiques et des programmes depuis une perspective qui prend en compte toute la société. Alors, nous avons établi une feuille de route avec plusieurs normes. Nous avons développé cela avec de nombreux experts, dont des gouvernements locaux, des organisations communautaires et également des consultations publiques. Nous avons donc élaboré une feuille de route simple pour l'inclusion des migrants. Vous pouvez voir ici les différents axes qui sont eux-mêmes définis, déroulés en plusieurs actions et politiques possibles. L'objectif, bien entendu, est d'améliorer les conditions de vie des migrants et aussi de transformer les discours. Car nous savons que ce ne sont pas que les médias qui forment les narratives, mais c'est aussi ce qu'il se dit, ce qu'il se passe au quotidien. Donc, en réponse à des demandes des acteurs locaux, nous avons établi cette feuille de route aussi pour créer un espace d'accueil pour les migrants et créer des espaces pour eux aux États-Unis. Nous avons créé donc un certificat d'accueil qui est donc un document qui permet de développer les valeurs nécessaires pour accueillir les migrants. Il y a donc une évaluation qui est faite des différents gouvernements locaux pour voir de quelle manière les processus d'accueil des migrants sont mis en place. Alors, tous les 3 ans, les gouvernements doivent passer à nouveau ce certificat pour montrer que leurs services sont toujours de qualité et qu'ils ont amélioré les points qui pouvaient l'être. En ce qui concerne le contexte narratif, je pense qu'il est très clair, d'après ce que l'on a entendu, que actuellement nous sommes dans des récits de chaos, surtout autour des frontières. Nous avons vu la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Nous voyons que de nombreux systèmes ne fonctionnent pas, que les migrants arrivent par vagues et cela crée un chaos qui n'est pas gérable. Alors, dans des États comme le Missouri, où je vis, nous n'avons aucune politique concernant les frontières, par exemple. Donc, il manque ici des éléments.
Et bien entendu, le contexte actuel nous montre tout un discours basé sur la peur, hein. Un des arguments les plus avancés est que les migrants volent le travail des nationaux. Alors, comment changer cette narrative? Eh bien, il faut rappeler que les États-Unis sont une nation d'immigrants euh, et que les migrants ont un rôle essentiel, hein. Ils produisent la majeure quantité d'aliments aux États-Unis, par exemple. Et ils forment la nation dont les États-Unis sont fiers aujourd'hui. Et nous essayons donc de semer un discours de communauté d'accueil. Et vous pouvez voir de nombreuses histoires au niveau local sur ce type de communauté d'accueil. Et nous voyons cela de plus en plus, surtout au niveau local, mais également au niveau national, avec toute une contre-narrative, hein, des contre-discours qui commencent à se développer. Alors, il y a également tout un grand groupe de personnes qui ont des opinions un peu partagées quant à l'immigration. Et donc, c'est là qu'on peut aussi avoir un impact. Alors, nous sommes dans une année électorale. Donc, en effet, la situation peut être explosive et il est d'autant plus important de travailler sur le discours face à l'immigration. Et bien entendu, il y a de nombreux types d'immigration, de migrants et de nombreuses identités à prendre en compte. Alors, nous avons utilisé cette approche collaborative pour permettre aux migrants de vraiment parler pour eux-mêmes, de partager leurs histoires. C'est un travail que nous avons fait au niveau local pour développer justement le leadership multisectoriel. Alors, vous pouvez voir ici le plan d'accueil du Michigan qui regroupe des ONG, des partis des gouvernements, également des entreprises. Et ce plan a été développé avec une cinquantaine d'organisations. Pour développer ce plan, la communauté a intégré des leaders, des personnes migrantes qui ont donc partagé l'élaboration de ce plan pour la zone communautaire. Ce plan a été développé et mis en place par un groupe guidé par des réfugiés, des migrants. Et je voulais vous partager une citation. Eh bien, ce travail est possible seulement grâce à la participation et à l'engagement. Donc, ces dernières années, nous avons conduit un programme qui soutient le développement de ce type de plan collaboratif qui ont vraiment besoin d'être mis en place. Plus de 60 gouvernements locaux travaillent là-dessus et avec ce type de comité. Alors, je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, mais simplement pour partager brièvement une stratégie très intéressante. Nous avons mis en place une campagne globale de communication et une campagne qui a été menée par des migrants, des réfugiés et des communautés pour montrer les bénéfices partagés. Et cette initiative est très intéressante car ce sont donc des personnes qui expérimentent l'immigration et qui partagent leurs histoires. Il y a des milliers de personnes qui participent à cette campagne. Il y a un engagement au travers des médias sociaux qui est très important. Et vous pouvez voir des histoires très intéressantes concernant ces communautés d'accueil. Vous pouvez voir comment les migrants travaillent ensemble pour améliorer leur environnement. Je vous invite donc à rejoindre cette réunion cette année. Je serais ravie de vous en dire plus si vous le souhaitez. Et je voulais vous laisser avec ces derniers mots. Alors, je vous invite à regarder notre site Internet. Nous avons de nombreuses boîtes à outils, dont une qui a à voir avec les infrastructures.
Je parlais avant du leadership multisectoriel. Vous pouvez voir ici également dans cette boîte à outils de nombreux autres axes de notre travail et je crois que tous ces points sont nécessaires pour transformer les discours et faire que les migrants soient pleinement intégrés dans les sociétés. Alors, il y a encore un long chemin à parcourir, hein, mais je vois aussi beaucoup d'espoir, comme les autres intervenants et intervenantes ont dit avant. Il y a de nombreuses manières de soutenir les migrants. Nos communautés le font déjà. Et je suis ravie de voir que le leadership migrant prend de l'ampleur. Merci beaucoup. Merci Christina pour ce partage aussi fascinant. Oui, nous serions ravis que tu puisses partager les documents dont tu as parlé. Et je suis d'accord avec toi hein, sur le fait que il y a un discours aux États-Unis qui essaye d'être semé hein, pour voir que c'est une nation accueillante, car c'est une nation d'immigrants. Je pensais à une étude hein, qui avait été développée par le Congrès des États-Unis et qui dit que pour les 10 prochaines années, les immigrants vont générer des milliards, 1 trillion d'ailleurs, de dollars en impôts. Et c'est ce qui permet que l'économie des États-Unis ne s'effondre pas. Ce qui est vraiment incroyable. Alors même si ce rapport dit, eh bien, c'est cela qui se passe, toutefois, il y a encore un discours contre l'immigration. Donc, il y a ces deux discours différents dans un même espace. Donc, c'est assez irresponsable. Et donc, maintenant, nous allons écouter nos collègues des Philippines. Donc, c'est notre collègue Clarice Canonisado d'APMM, donc une organisation qui a une très longue expérience sur les questions liées aux migrations, avec une voix très, très importante, notamment face aux questions néolibérales et comment le néolibéralisme a besoin de la précarité et a besoin de la précarité pour continuer à exister. Donc, Clarisse, quand tu veux, la parole est à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous depuis Manila, depuis Manille. Et donc, je voudrais également parler des questions de communication liées à la migration. Donc, sur les questions de discours dominant sur les migrations. Donc, il est important de pouvoir expliquer pourquoi est-ce que ces récits dominants existent d'abord. Donc, on sait que c'est pas des récits qui sont tombés du ciel. Ce sont des récits dominants qui viennent de l'idée que la migration naît de la crise et que la structure actuelle des migrations actuelles vient du système néolibéral et de la structure économique que nous avons aujourd'hui. Donc de la pauvreté, de la réduction des services publics qui fait que les citoyennes vont migrer de façon plus importante et notamment depuis les pays du Sud. Et donc, on voit que
Dans ce récit, ce sont donc ces facteurs qui vont obliger les gens à migrer. Et donc cela facilite aussi une perception négative dans les pays d'accueil, mais aussi dans les pays de départ parfois. Donc je pense qu'il est important de souligner cela pour qu'on ait un panorama un peu plus large sur ces questions. Et donc, Anna et Christina ont déjà mentionné des perceptions publiques négatives, donc sur les migrants et les migrations, notamment sur la question de la menace de sécurité, soi-disant, ou du vol d'emploi. Et donc, ici, sur les questions de sécurité nationale en Asie-Pacifique, donc on voit comment ces discours vont façonner les politiques publiques des États et les attitudes face à la migration, parce que ces perceptions négatives sont très ancrées et affectent la façon dont les migrants vont être accueillis et vont pouvoir accéder à leurs droits. Je pense qu'il est aussi bon de souligner que certains récits positifs peuvent aussi devenir très toxiques. Donc, par exemple, il y a beaucoup de migrants en Asie-Pacifique qui donc sont vus comme des sauveurs économiques de leur famille, du fait des remises importantes qu'ils envoient ou qu'elles envoient euh, dans leur famille. Donc, ils sont vus comme des héros modernes aux Philippines, par exemple. Mais donc, en réalité, ce type de traitement des migrants est un mécanisme euh, de bouc émissaire qui permet de masquer l'intensité des crises socio-économiques qui sont traversées par ces pays. Et donc, dans le même temps, une autre perception positive, mais aussi toxique, qui est façonnée par rapport aux migrants, c'est l'idée des migrants comme des personnes résilientes. Donc, beaucoup de personnes, par exemple, à Hong Kong, sont des travailleurs domestiques ou des personnes qui font plein de petits boulots, mais en réalité, ce sont des mécanismes de survie euh, pour, pour faire face à leur situation économique où ils ont besoin donc d'accumuler plusieurs emplois. Et donc, avec ces discours dominants, on peut se demander qui est-ce qui les façonne. Donc, il y a à la fois les gouvernements des pays hôtes et des pays de départ qui vont façonner les politiques publiques, mais aussi les états d'esprit et les attitudes des citoyens. Donc, comme je disais, il y a un moment, pardon, il y a quelqu'un qui m'a coupé. Donc, pour les pays d'origine, souvent il y a ce récit des héros modernes que sont les migrants. Et dans les pays d'accueil, il va y avoir l'idée de voleurs d'emploi, de personnes qui n'ont rien à faire là. Et les médias ont un rôle très important dans la propagation de ces discours. Ce que le gouvernement dit va généralement être renforcé par les médias. Et dans le contexte de ce discours des héros modernes, on va souvent voir les états de départ qui vont montrer ces personnes comme des travailleurs, des gens qui travaillent très dur.
mais il n'y a pas forcément de réflexion sur pourquoi est-ce que autant de personnes choisissent de partir travailler ailleurs. Et donc, le rôle des médias traditionnels est de changer leur façon d'utiliser ce langage qui peut être discriminant pour les migrants et de pouvoir montrer ce qui se passe vraiment dans la migration. Et donc, il est important de pouvoir montrer euh, que les médias ne font pas que répéter ce qui est dit par les gouvernements sur les narratives migratoires. Et donc, d'un autre côté, on peut voir donc l'importance des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus puissants et démocratiques pour la propagation de contre-narratifs sur ces questions de migration. Euh, Par exemple, ça peut être lié à la propagation de récits sur TikTok ou Facebook avec aussi des médias et des réseaux plus alternatifs qui vont être capables de partager d'autres récits avec à travers d'autres réseaux. Et donc, les réseaux sociaux sont aussi très utiles pour avoir des conversations en temps réel où les personnes peuvent débattre et cela peut permettre d'améliorer les récits sur la migration. Il y a aussi des pratiques intéressantes à partager, donc de la part d'APMM et de nos partenaires sur le fait de mettre les voix migrantes au centre des narratives sur les migrations. Donc, nous pensons que l'essence même d'une conversation participative sur les migrations doit partir de la reconnaissance que les personnes migrantes sont les premières à vivre cela, donc elles doivent être au centre de cette conversation et de ce discours. Ce sont les personnes qui doivent être consultées en premier quand on veut parler de migration et des défis liés à la migration. Donc, je voudrais juste partager des exemples sur les meilleures pratiques, donc les bonnes pratiques. Donc, il y a des liens de solidarité, des alliances très importantes. Pendant la pandémie de COVID, il y avait beaucoup de liens très forts entre les migrants, les organisations de soutien. Et bien sûr, on ne s'arrête pas euh, à cela. APMM est aussi très engagé dans le domaine de la recherche, de l'éducation. Nous faisons aussi des documents de synthèse, des recherches qui sont informées par les migrants. Ce ne sont pas juste des données qui viennent d'Internet, mais la majorité de nos informations en réalité viennent euh, du réseau de migrants avec qui nous travaillons. Beaucoup de nos partenaires sont aussi engagés dans des travaux avec des radios au Japon ou en Corée du Sud, donc avec des migrants qui peuvent intervenir sur les programmes radio ou les podcasts pour pouvoir partager leurs inquiétudes sur ce qui se passe dans les pays d'accueil. Et il y a beaucoup de pratiques que nous pourrions partager, mais j'ai déjà terminé mon temps de parole. Merci beaucoup, Clarisse. Donc, nous avons encore 25 minutes. Nous allons, nous allons pouvoir écouter donc ce que tu mentionnais ensuite et de la même façon ce qu'Anna voulait dire à la fin de sa présentation.
Donc j'aime vraiment beaucoup cette idée des discours dans les médias et du fait que ce sont rarement les migrants et les migrantes eux-mêmes qui façonnent ces récits. C'est aussi intéressant de voir quelle politique économique et quel discours dans les pays de départ poussent les gens à migrer, ce qui va contribuer à faire durer la pauvreté des pays de départ. Et le fait d'être d'un côté appelé un héros et d'un autre côté appelé un voleur est assez complexe à combiner. Merci beaucoup, Clarisse. Donc, nous avons encore 25 minutes. Nous allons garder 5 minutes pour la clôture. Et donc, maintenant, nous allons ouvrir l'espace pour la conversation. Donc, vous pouvez lever la main si vous le souhaitez pour poser une question. Vous pouvez aussi mettre des questions sur le chat si vous le souhaitez. Nous vous demandons d'être le plus bref possible, d'aller droit au but dans vos questions. Donc, nous avons une question de José Fernando López. À vous, Fernando. Bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation à cette conversation si importante. Je voudrais juste poser une question. Donc, comment est-ce qu'on pourrait arriver, comme disait Clarisse, donc comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire que ce qui a lieu avec les migrants, les migrantes se passe avec eux vraiment? Il y a une phrase qui dit rien sur les migrants sans les migrants. Et je voudrais un petit peu qu'on réfléchisse à cette phrase. Comment est-ce qu'on peut imaginer cela? Merci beaucoup. On a Maripia. Bonjour, tu peux y aller. Est-ce que je devrais parler en espagnol ou en anglais? Bon, je vais le faire en anglais. Donc, je travaille au Mexique dans une ONG qui travaille sur les questions de communication avec des podcasts et d'autres matériaux de communication avec des personnes migrantes. Et donc, j'ai une question donc, ici au Mexique, on a un grand défi. Il n'est pas possible encore, il n'est plus possible de juste se concentrer sur l'hospitalité et les capacités des personnes migrantes et comment est-ce qu'elles peuvent s'intégrer parce que on voit des violations de droits humains très, très graves. Je ne sais pas si vous êtes conscient, si vous savez cela, c'est qu'il y a une politique de sécurité contre les personnes migrantes au Mexique et les personnes migrantes sont forcées à rester au Mexique dans des conditions misérables. Elles ne peuvent plus être accueillies dans des hébergements d'accueil, dans des refuges. Elles sont dans des conditions où il est impossible de montrer leur capacité ou de montrer leur résilience ou leur façon de pouvoir s'intégrer. Donc, ma question, c'est un peu pour Louis et peut-être d'autres panélistes. Donc, quelle narrative, quel discours on a besoin si on ne peut plus se concentrer juste sur les capacités et la capacité à s'intégrer? C'est plus une crise humanitaire à laquelle on fait face, mais donc peut-être c'est une situation spécifique qui est liée à la frontière avec les États-Unis et toutes les expulsions qui sont menées depuis les États-Unis et où les États-Unis obligent le Mexique à avoir une politique très, très radicale, très, très sécuritaire.
Donc, il est très difficile de se concentrer sur ces narratives très positives, très optimistes, parce que nous avons des problèmes très, très importants maintenant. Merci beaucoup, Pia. J'ai d'autres questions. Donc, il y en a une qui vient de Félix en Argentine qui pose des questions sur, euh, donc sur le rôle des États-Unis. Euh, ah non, pardon, sur le rôle de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel aux États-Unis, qui est-ce qu'elle a toujours montré les migrants comme une menace? Et il y a aussi quelqu'un, donc Philippe, qui mentionne la question du racisme et comment cela contribue, donc en disant que personne n'a mentionné le racisme encore dans leur présentation. Donc, comment est-ce que on fait face à cela? Et il y a aussi, donc on va déjà commencer avec ces 4 questions. Est-ce que quelqu'un veut commencer parmi les panélistes? OK. Donc, peut-être que je peux répondre à la question de José Fernandez. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que quand on travaille avec des migrants et des migrantes, nous honorons leur agence, leur capacité d'agence? Et donc, l'une des façons dont on travaille là-dessus avec la PMM, c'est que quand nous faisons des conférences, des programmes, des activités, nous nous assurons que chaque programmation, chaque rencontre va avoir comme base une consultation claire et une compréhension claire avec les organisations migrantes avec lesquelles nous travaillons. Et donc, quand nous travaillons avec nos partenaires, nous assurons qu'ils sont en mesure de participer de façon significative, d'expliquer leurs préoccupations, leurs histoires, qu'ils ont la possibilité de partager leurs opinions sur les mécanismes qui peuvent fonctionner pour eux, pour elles, quand ils vont partager leurs histoires, et particulièrement quand il s'agit d'intervenir sur les espaces de politique publique, par exemple, auprès des Nations Unies ou du FMMD. Donc, on s'assure que la façon de présenter les discours sur les migrants et les groupes de migrants, les travailleurs migrants, que ces discours viennent de ce que les personnes nous disent. Et grâce à cette collaboration étroite et significative avec les personnes migrantes, euh, donc on peut s'assurer qu'on n'est pas juste en train de faire de la représentation, mais qu'au contraire, on peut être un écho. Donc, un écho qui permet de diffuser leur voix dans un espace plus large. Et en même temps, je pense qu'il faut noter que quand on a des collaborations avec les personnes migrantes, et en particulier les travailleurs et les travailleuses migrantes, quand on va utiliser un vocabulaire spécifique, il est important d'utiliser un vocabulaire qui soit bien choisi. Donc, quand on partage ces histoires auprès des gouvernements ou des organisations internationales, on doit s'assurer que le langage que nous utilisons est un langage avec lequel les personnes sont familières, pour éviter le sentiment d'exclusion, pour qu'ils puissent sentir, pour qu'elles puissent sentir qu'elles sont vraiment représentées et que leurs expériences de terrain sont celles qui sont mises sur le devant de la scène. Merci beaucoup. Donc, l'importance d'être entendu, c'est pas juste s'exprimer, c'est pouvoir être entendu. Parce que les réseaux sociaux, effectivement, peuvent donner cette illusion qu'on s'exprime et qu'on s'exprime et qu'on s'exprime, mais c'est pas juste cela. C'est la possibilité d'être entendu qui
réellement créer une transformation possible. Merci beaucoup de nous rappeler cela et notamment sur la question de la collaboration qui fait écho à ce que disait Louis sur le travail en Colombie. Oui, je voudrais aussi répondre par rapport à ce que disait Clarisse. Donc, je pense que les organisations de la société civile, donc on a aussi besoin de se questionner nous-mêmes dans nos expériences pour nous assurer que l'espace euh, est ouvert pour les personnes migrantes, réfugiées et leurs organisations, et que ce soit des partenaires égaux à la table des décisions et que l'on puisse faire réellement des choses ensemble depuis cette position d'égalité. Et donc, il y a tout un investissement en formation pour que pour les personnes qui vont intervenir dans les conférences, etc., il y ait toute une formation sur l'intervention dans l'espace public et aussi travailler sur euh, le fait de demander des fonds depuis ces organisations, parce qu'il y a toute une difficulté pour les organisations de réfugiés, de personnes migrantes, de pouvoir accéder au financement, euh, parce que cela peut limiter les possibilités d'utiliser l'espace de conversation et l'espace de discussion. Euh, donc, on a aussi besoin aussi de stimuler les espaces d'échange entre personnes migrantes et réfugiées pour renforcer les liens. Alors, je voudrais rebondir là-dessus. Merci beaucoup, Anna, pour ce commentaire. Donc, sur la question de José Fernando Lopez, je pense qu'il faut aussi souligner la nécessité d'avoir plus de diversité dans le journalisme. Donc, on a besoin de s'intéresser à la formation de journalistes migrants et migrantes. Il y a beaucoup de journaux et de médias qui sont dirigés par des personnes migrantes euh, et qui ont donc ils sont très très bons, mais il faut donc aussi continuer à les soutenir et renforcer ce soutien. Sur la question du racisme, je voudrais souligner que le racisme et la xénophobie sont évidemment très très reliés. Donc j'ai expliqué donc l'histoire du plan d'accueil au Michigan, euh, donc qui est lié au plan d'égalité raciale que les gouvernements locaux et les communautés sont en train de développer. Donc, ce sont des questions d'inclusion qui sont tout à fait liées les unes aux autres, avec les dynamiques du racisme aux États-Unis, évidemment, et les questions d'inégalité raciale. Et il y a aussi des façons de faire face au racisme dans les relations interpersonnelles à travers des formations pour les personnes individuelles, pour s'assurer qu'elles puissent faire face à ces questions-là dans leur quartier, par exemple. Et donc, si on revient aussi sur les portraits de personnes migrantes dans les médias et l'industrie du cinéma, par exemple, donc il y a des stéréotypes qui sont perpétués depuis des décennies et en même temps, on voit de plus en plus d'histoires plus authentiques. On a par exemple Superstar, Jane the Virgin, qui sont des portraits très intéressants, euh, avec notamment un portrait d'un homme américain et filipino. Et donc, c'est presque une sorte de masterclass sur ce type d'histoire et de récits qui sont novateurs. Et donc, dans
dans ce domaine des récits qui sont montrés à la télévision. Merci beaucoup, Christina. Donc, Fernando? Oui. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette conversation. Je pense que cette conversation fait partie de la conversation que nous avons sur les migrations. Et donc, la situation dont nous parlons est le produit d'un certain nombre de décisions que nous prenons. Et donc, c'est des gouvernements qui ont été choisis par nous. Et je pense que dans chaque conversation, il est important de continuer, enfin de faire attention à ce qu'on ne dise pas nous et eux. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce soit réellement un discours où nous disons nous avec. Donc, on est en train de construire des réseaux qui partent des migrations. Et je pense que ce qu'il est très important de voir aussi, donc c'est que dans ce système qui violente les personnes, qui les exclut, par exemple le Mexique en Amérique centrale, donc pas seulement le Mexique, mais le Mexique entre autres. Donc on voit des violences qui sont en train de s'aggraver de façon très forte. Et donc, ce que je voudrais apporter là-dessus, c'est que si on peut apprendre quelque chose en marchant, en vivant, en écoutant les personnes qui migrent, c'est qu'elles s'expriment depuis un espoir. Donc, ce n'est pas une question des héros et puis des méchants euh, ou bien des bons ou des mauvais migrants. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus divers, c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense que c'est à partir de là que l'on peut euh, travailler. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut viraliser la solidarité, l'espérance, l'hospitalité. Donc à partir du conflit armé en Colombie, on a vu beaucoup de gens qui ont travaillé à rendre visible la violence, par exemple, et d'autres personnes se sont consacrées à visibiliser les initiatives de paix. Et je voudrais dire que juste maintenant, on est en train de lancer une campagne depuis les Jésuites dans le monde, donc depuis la Compagnie de Jésus, et cette campagne s'appelle l'espérance et le chemin. Parce que nous pensons que c'est ce qui est la seule façon, le seul chemin que nous avons dans cette situation. Et c'est ce que nous apprenons les personnes qui travaillent dans des situations de migration forcée. Et donc, c'est une culture de fraternité, comme nous le rappelle le pape François. Et c'est quelque chose qui traverse tous les niveaux de la société. Je pense que c'est quelque chose euh, que nous devons développer. Est-ce que tu peux partager le lien de cette campagne, Fernando? Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Donc, on a encore deux questions. Donc, quelqu'un qui nous demande sur la question, nous demande quelque chose à propos de la façon d'affronter les pertes de vie dans la Méditerranée. Donc, quelque chose qui est de plus en plus fréquent et une réalité face à laquelle les personnes en Europe semblent être de plus en plus insensibles. Et nous avons aussi une autre question du Sénégal et du Burkina Faso, et puis une question du Bangladesh. Oui, je voudrais répondre sur la question de la Méditerranée. Donc, je pense qu'effectivement,
La question de la migration en Europe est beaucoup plus communiquée en termes de trafic plutôt qu'en termes de perte de vie. Et donc, nous travaillons sur des voies sûres au niveau légal. Et donc, nous avons besoin de trouver des moyens pour les personnes d'arriver en Europe de façon sécure. On ne peut pas reprocher aux gens de venir par euh, les voies illégales quand c'est la seule façon d'arriver. Donc, on a besoin d'avoir euh, des chemins légaux et de pouvoir, de cette façon-là, combattre ces morts et ces pertes de vie dans la Méditerranée. Oui, je voudrais proposer à Ami de poser sa question. Donc, on voit des doubles standards. Donc, pour les Ukrainiens, il est facile d'avoir accès aux autres pays d'Europe, beaucoup plus que pour les Africains qui sont en Europe ou qui essayent d'y aller. Donc, je pense qu'il y a des inégalités très, très importantes entre les migrants et ce que cela dépend des origines des personnes ou du statut social. Merci beaucoup. Donc, il nous reste 4 minutes. Je voudrais donc proposer aux panélistes de nous donner quelques mots de clôture, chacun en 30 secondes, dans le même ordre dans lequel nous sommes allés au départ. Donc, on peut peut-être commencer par Anna. OK. Donc, en 30 secondes, je voudrais souligner que nous avons besoin de passer à un nouveau discours où on voit les personnes arrivantes comme des agents de changement actifs, des acteurs et des actrices de l'inclusion. Et on a besoin de travailler de façon ardue à encourager leur participation significative. Merci beaucoup, Anna. Louis? Donc, je voudrais vous remercier pour l'invitation et je vous parle depuis ma conviction de 18 ans de chemin en Amérique latine où j'ai toujours essayé de comprendre quelle peut être la réponse pour les victimes de la migration forcée. Ce sont des personnes qui sont blessées, mais dans une autre dimension, ce sont aussi des personnes qui ont une réponse à la crise que nous vivons à différents niveaux. Donc, c'est pour cela que nous insistons sur l'idée que l'espoir est le chemin. C'est là qu'est la transformation de la société. Et la clé est ici, dans la participation. Et pour la participation, on a besoin d'une ouverture sincère des canaux de participation et comprendre que le système des Nations Unies qui soutient cette conversation, par exemple, les Nations Unies font partie du problème qui doit être transformé. Donc, j'insiste avec cette campagne qui est sur le chat pour que l'on puisse travailler toutes et tous ensemble depuis nos différents territoires. Merci beaucoup, Luis Fernando. Christina? Merci à toutes et à tous pour cette conversation incroyable aujourd'hui. C'est trop court. Donc, ce que l'on souhaite souligner, c'est oui, effectivement, les gens sont plus tendent à accueillir plus facilement les personnes qui leur ressemblent ethniquement, et donc on espère pouvoir faire changer cela, car cela peut changer, et on a besoin d'une approche multisectorielle qui invite aussi de nouveaux acteurs qui puissent faire partie de la solution. Merci beaucoup, Christina.
Donc, pour nous, ici, en Asie-Pacifique, en cohérence avec le travail d'APMM, je reviendrai toujours à l'idée que dans les pratiques, les migrants et les migrantes doivent toujours être au centre de la conversation. Elles ne devraient pas être limitées ou marginalisées. Ce sont les voix les plus capables de défendre leurs propres demandes et leurs propres luttes. Et il est essentiel pour nous, en tant que défenseurs et défenseuses de leur voix, d'entendre cela et de mettre ces voix au centre, notamment quand nous sommes dans des espaces comme les Nations Unies ou le FMMD. Il est important de faire pression sur les gouvernements pour que soient respectés les droits des personnes migrantes et notamment les droits à la communication sans condition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clarisse. Et donc, nous allons terminer cette conversation. Merci beaucoup aux panélistes et aux interprètes et à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis l'Amérique latine, l'Afrique, depuis les États-Unis, depuis les Caraïbes. Merci infiniment. On va continuer cette conversation ensemble sur les réseaux sociaux. Et donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres liens très, très intéressants sur le chat. Et donc, merci infiniment. On espère vous voir bientôt. On vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Merci beaucoup. Thanks, everyone. Gracias, Lorenzo, y a todo el equipo de la UAC. Merci beaucoup. Thanks to everyone. Thank you from Bangladesh. Gracias, Lorenzo.